Bonjour à tous, Yorana. Comme l'a dit Carole, je travaille sur la diversité, l'écologie et le potentiel biotechnologique, c'est-à-dire la valorisation des algues brunes proliférantes dans les lagons de Polynésie française. Les algues sont un groupe polyphylétique, c'est-à-dire qu'elles ont des lignées différentes et il existe environ 13 000 espèces de macroalgues qui sont divisées en trois groupes: les algues vertes qu'on appelle les chlorophyta, les algues rouges que l'on appelle les rhodophyta et les algues brunes, les phaeophycées. Le nombre d'espèces dans chacun de ces groupes n'est pas un nombre final, sachant qu'il existe ce que l'on appelle une diversité cryptique, c'est-à-dire que les algues se ressemblent morphologiquement, mais sont différentes génétiquement. Et précédemment, l'outil moléculaire qui n'avait pas encore été développé n'a pas pu révéler cette crypticité, et c'est aujourd'hui, grâce à ce nouvel outil qu'est l'analyse moléculaire, qu'on peut révéler cette crypticité. Pour les macroalgues, on va s'intéresser notamment aux algues brunes et en Polynésie française, les fucales avec Sargassum et Turbinaria que l'on voit ici, également les dictyotales avec Padina, Spatoglossum et Dictyota, et le groupe des ectocarpales. Les algues sont des organismes clés des récifs. Ce sont des producteurs primaires, c'est-à-dire qu'elles produisent de l'oxygène dans le milieu marin. Elles sont également à la base du réseau trophique. Elles servent de nourriture pour les herbivores, que ce soit les poissons, les échinodermes ou autres. Elles permettent aussi, elles participent à la construction des récifs avec notamment les algues calcaires et servent de refuge et de nurserie pour certaines espèces de la faune marine. Malgré l'importance de ces algues dans le milieu marin, lorsqu'il y a une prolifération de celles-ci, on a ce que l'on appelle un phase shift, c'est-à-dire que le récif va passer à une structure dominée par le corail à une structure qui va être dominée par les macroalgues, ce qui va entraîner des bouleversements écologiques, mais également des bouleversements économiques. En Polynésie française, il existe environ 400 espèces d'algues, dont 31 algues brunes, phaeophycées. Et parmi ces algues, les fucales sont les algues brunes qui ont été le plus étudiées pour leur prolifération depuis les années 80, notamment avec Turbinaria ornata et Sargassum pacificum. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'état de prolifération de ces fucales, car la dernière étude remonte à déjà 2003. Et en plus, on observe la prolifération d'autres groupes d'algues que sont les dictyotales, et on n'a aucune info sur ces algues. Ces nouvelles algues qui sont abondantes pourraient être exploitables, notamment pour leurs nombreuses molécules actives, qui est une ressource naturelle intéressante. Ces molécules actives permettent d'avoir des activités antioxydantes, antimicrobiennes et autres, utilisables dans de nombreux domaines comme l'alimentation, la santé, la cosmétique. Et en Polynésie française, il serait intéressant de développer cette filière grâce à de nombreux projets comme ce projet de thèse. Les objectifs de cette thèse sont tout d'abord de connaître la diversité taxonomique, c'est-à-dire vraiment la diversité des espèces d'algues brunes qui existent à Tahiti. Quel est l'état actuel de prolifération de ces algues brunes dans le lagon, et également trouver des potentielles voies de valorisation économique pour ces nouvelles algues que sont les dictyotales. La première partie, la diversité taxonomique. L'échantillonnage a été réalisé sur 2 sites d'études, le site d'Aroué et de Punauia, sous différentes formes, silica, gel, formol et herbier, pour les analyses morphologiques et les analyses moléculaires. Les analyses morphologiques ont déjà été réalisées en 2006 par Njert et Perry, et nous nous sommes basés sur cet inventaire d'algues pour déterminer les espèces, et en plus nous avons rajouté l'outil moléculaire qui nous a permis d'avoir des séquences génétiques pour ces différentes espèces. En Polynésie française, c'est la première fois que ces algues, que sont les dictyotales, ont été séquencées. Les premiers résultats de cette partie, on voit dans ce tableau d'un côté les espèces d'algues brunes, en noir celles qui avaient été référencées en 2006 par Njert et Perry. En 2018, les algues que moi j'ai pu voir sur le terrain et les marqueurs pour lesquels j'ai réussi à avoir des séquences génétiques. En rouge ici, on a des espèces que nous avons renommées
Donc ce qu'on peut dire de ces premiers résultats, c'est qu'on a déjà repéré quelques erreurs d'identification, comme par exemple pour Lobophora variegata, que nous n'avons pas retrouvé en 2018 et que nous avons renommé Lobophora pacifica, car il s'est avéré que Lobophora variegata est une algue qui est inféodée à la mer des Caraïbes et elle n'existe pas ici. Et on a également révélé la criticité dans le genre Padina, où on voit qu'on passe de 2 espèces à 4 espèces. Donc cette première partie nous permet d'avoir une meilleure connaissance de la flore marine locale, mais également de pouvoir mieux comprendre la prolifération de ces espèces. Donc grâce à la deuxième partie, la partie écologie, où là on va étudier la variabilité spatio-temporelle des assemblages algaux, avec une estimation du pourcentage de recouvrement d'algues dans le lagon, mais aussi de tout ce qui est substrat pour pouvoir les comparer, une estimation de la biomasse, donc du poids sec par mètre carré, et également corréler tout ça avec les facteurs environnementaux qui vont nous permettre ou non de comprendre la prolifération de ces algues. Enfin, ces données vont également être comparées avec les données de 2004 réalisées lors de la dernière étude sur la prolifération des algues brunes. Donc, pour ce faire, nous avons réalisé 2 suivis de janvier 2018 à mars 2019, avec un premier suivi sur le peuplement des algues brunes et un deuxième suivi sur la dynamique de prolifération de ces nouvelles algues dictyotales. Donc, pour le premier suivi, 2 sites d'études ont été choisis, Arwe et Punauia. Donc, pourquoi ces 2 sites? Parce qu'ils avaient déjà été étudiés pour leur prolifération en 2004 lors de la dernière étude, et ces sites ont déjà subi des traitements d'image par télédétection qui nous ont permis de diviser le récif en plusieurs habitats. Donc on peut voir que ici on a par exemple sur Punauia la crête, ici on a le rivage, ici ça correspond à la plage de BK18, donc c'est une zone un peu plus sableuse, et on n'a pas le même pourcentage d'algues en fonction des différents habitats. Donc cette partie typologie d'habitat nous permet donc de faire un échantillonnage 4 transects par habitat et 4 quadrats par habitat, ce qui nous donne le pourcentage de recouvrement et la biomasse par habitat. Ensuite, donc ça c'est pour la variabilité spatiale, que ce soit entre les habitats mais également entre les sites. Et pour avoir une variabilité dans le temps, on fait un échantillonnage sur 3 périodes de l'année, donc mars, juillet et octobre. Les variables mesurées sont les algues brunes avec les fucales, les dictyotales et les ectocarpales, mais également les algues rouges, les algues vertes et le teuf. Et bien sûr, on va également mesurer le substrat et les coraux, qu'ils soient morts ou vivants. Ensuite, pour les facteurs environnementaux, donc sur Punauia et Arwe, on va mesurer la température grâce à des capteurs qui ont été installés dans le lagon, mais également la houle et la pluviométrie, qui sont des données qui nous sont fournies par Météo France. Pour tout ce qui est chlorophylle, matière en suspension et nutriments, ce sont des données que nous avons mesurées uniquement sur Punauia, et nous avons mesuré cette donnée donc 3 fois dans le mois pendant 1 an. Pour les premiers résultats, donc on voit en ordonnée ici le pourcentage de recouvrement d'algues brunes, avec ici les différentes classes d'habitats qui ont été échantillonnées et qui ont été classées par ordre, donc en partant du rivage jusqu'à la crête. En haut, on a les données pour Punauia, pour Arwe, et en bas, celles de Punauia, et les 3 pics de couleurs différentes correspondent aux 3 périodes échantillonnées. Donc avec ces premiers graphiques, si on prend par exemple celui d'Arwe, on voit qu'entre les différentes classes, on a des pourcentages de recouvrement algaux qui sont très différents. Tout dépend bien sûr de la classe que l'on choisit. On a également des différences entre Arwe et Punauia. Donc si on prend par exemple la crête, pour les 2 sites, on a ici la crête pour Arwe et ici la crête pour Punauia. Ici on atteint des chiffres jusqu'à quasiment 100% de recouvrement, et à Arwe on a quasiment 80% de recouvrement. On observe également des variations temporelles. Donc si on prend la classe 9 ici pour Arwe, on voit que le pourcentage de recouvrement diminue progressivement au cours du temps. Donc avec ces premiers échantillonnages, ces premiers résultats, on a dégagé 2 classes d'habitat, la classe 3 et 4, sur Punauia, qui correspondent à des classes où on observe le plus de dictyotales, les algues qui vraiment nous intéressent pour la suite de cette étude.
Donc pour ce deuxième suivi, nous avons échantillonné uniquement Punauia avec 2 typologies d'habitat, un échantillonnage qui a été mensuel pour avoir vraiment une variabilité au cours de l'année. Les mêmes variables sont mesurées, donc algues brunes et autres, et également les mêmes facteurs environnementaux. Donc les premiers résultats ont montré ici, donc avec le pourcentage de recouvrement d'algues brunes, ici tous les mois de l'année qui ont été échantillonnés, et sur le premier graphique, on voit les macroalgues et le benthos. Donc en rouge, ce qui nous intéresse, donc le corail vivant, et en bleu, les macroalgues, on voit que le corail vivant a un pourcentage de recouvrement qui est très faible par rapport aux macroalgues. Et tout au long de l'année, les macroalgues semblent être donc dominantes dans ces 2 habitats. Si on prend uniquement la variable macroalgue, on observe que 87% de ces macroalgues constituent des algues brunes. Et donc, en prenant uniquement les algues brunes ici, en les divisant par famille, donc fucales, dictyotales et ectocarpales, on observe que les dictyotales sont bien dominantes dans ce milieu, avec en deuxième position les fucales et en dernier les ectocarpales. Si maintenant on rajoute une courbe de température qui nous permet de voir la saisonnalité, donc la saison chaude et la saison fraîche, on observe une variation de ce pourcentage de recouvrement, une saisonnalité de ces algues. Donc pour la troisième partie, la partie potentielle biotechnologique, la partie valorisation, donc les algues sont une ressource intéressante, très utilisée dans le monde, que ce soit pour l'alimentation humaine, animale ou encore pour la santé. Elles sont très utilisées, mais en Polynésie française, elle est très peu exploitée, malgré l'importante exploitation des ressources marines ici. Qu'en est-il des algues? Donc, les dictyotales sont des algues prometteuses. Donc, des premiers tests ont déjà été réalisés en 2017 et ont montré que ces 3 espèces que je vous présente ici, Dictyota barthelesiana, Dictyota bifera et Spatoblossum asperum, qui sont des dictyotales et qui sont abondantes dans le lagon, montrent des activités intéressantes, que ce soit anti-Alzheimer, anti-mélanome et autres. Donc pour ce faire, nous avons échantillonné le site d'Aroué et de Punauia, pareil pour avoir une variabilité spatiale, et également à 3 périodes de l'année différentes pour avoir une variabilité temporelle. Donc pour cette partie, les extractions sont encore en cours, avec des extractions qui vont nous permettre d'avoir des molécules polaires comme le polyphénol et des molécules apolaires comme les terpènes. Et ces extraits vont être soumis à des triples d'activité biologique pour des tests antioxydants, plus précisément antiradicalaires, et des tests antibactériens, notamment pour Vibrio et Tenacibacterium, qui sont des bactéries qui impactent fortement l'aquaculture en Polynésie française. Donc, en perspective, donc en écologie, ce serait continuer les traitements de données en mettant vraiment en relation les facteurs environnementaux et également les résultats obtenus. Continuer pour la valorisation, le criblage des activités, le fractionnement et également l'isolement des molécules pour vraiment connaître les molécules qui ont ces activités. Et enfin, la dernière partie qui est la valorisation scientifique, qui est une part importante de notre travail, comme par exemple la participation à des congrès, comme l'année dernière, le CIPAM, où j'ai pu présenter mes premiers résultats et les publications scientifiques. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Tobé. Maintenant, nous allons passer aux questions. Donc, mesdames et messieurs les membres du jury, je vous apporte le micro. Est-ce que quelqu'un a une question? Merci pour ta présentation que j'ai trouvée très claire et très bien menée. J'ai une question en rapport avec la partie écologique et en particulier sur les facteurs que tu as évoqués. C'est en deuxième année, donc je pense qu'on n'aura pas trop le temps d'y attacher, mais ça aurait été peut-être intéressant de regarder aussi sur les peuplements d'herbivores, parce que le développement de tes peuplements d'algues, il va être a priori, et certes il est corrélé à la température, toutes ces choses-là, mais les herbivores, que ce soit des poissons, des oursins ou éventuellement quelques mollusques,
bah forcément, ils vont jouer aussi dans le contrôle de ton développement des peuplements. Donc je me demandais si tu avais des informations, même parcellaires, sur ça. Alors, j'ai pas pris de mesures d'herbivorie ou fait des méthodes pour mesurer l'herbivorie, mais par contre, si je peux revenir en arrière, donc au tout début, je parle du rôle important des algues dans le lagon, et je montre ici en fait une image que j'ai pu prendre moi-même. Donc c'est des petits maïtos, voilà, qui en fait ont comme bloomé à un moment dans le lagon, et on n'avait plus du tout d'algues. Donc c'est des choses que j'ai relevées, mais que je n'ai pas forcément mesurées. Donc si à un moment j'observe des baisses drastiques de pourcentage de recouvrement d'algues, je pourrais éventuellement les corréler à ce genre d'événement. Et pour les oursins, par exemple, tu as aussi Et pour les oursins également, je les relève. D'autres questions? Je poursuis sur la question par rapport justement plus précisément sur le développement des gazons algons. On sait que c'est un gros problème au niveau des récifs coralliens entretenus par les Stegastes nigricans, donc les athotis. As-tu observé aussi ces phénomènes? Est-ce que il n'aurait pas un impact justement sur la diversité en fait algale des macroalgues au niveau de l'écosystème, et justement sur ces algues d'intérêt, puisque l'objectif c'est qu'on puisse produire ces algues et qu'elles ne disparaissent pas justement à cause de ces phénomènes de prolifération de gazons algaux. Donc pour l'instant, on a également relevé donc, le turf, qui sont ces gazons que les athotis en fait cultivent entre guillemets. Donc on voit qu'il y a comme une compétition en fait, dès que le substrat est vide. En général, le turf s'installe, mais les macroalgues sont quand même, les dictyotales sont des algues qui prolifèrent assez rapidement, et pour qu'elles disparaissent à ce stade-là, je pense que non. Voilà, donc je m'avance un peu peut-être, mais je pense qu'elles ne vont pas disparaître à cause du turf ou autre, mais par contre elles ont des saisonnalités, donc à des périodes on aura plus de turf, on aura plus d'algues, et donc ça, tout dépend du moment où on observe ce genre de phénomène, donc l'instant T, et on ne verra pas la même chose. Donc d'où l'importance de faire une étude sur la variabilité. Je vois que l'algue pousse sur le corail mort. Est-ce que tu sais s'il empêche le recrutement des larves de corail aussi? Alors, il y a plusieurs publications qui parlent de ça, du recrutement larvaire des coraux. Et les algues, oui, pourraient empêcher ce recrutement larvaire, notamment parce qu'elles monopolisent l'espace. Et en plus, les molécules, les métabolites secondaires qui nous intéressent, sont des métabolites qui leur permettent de se défendre. Donc contre l'herbivorie, contre les coraux aussi, elles sont en compétition, que ce soit pour l'espace, la lumière, et elles ont également des molécules qui leur permettent de prendre l'avantage parfois, surtout quand le corail est fragilisé. Et donc, oui, ça empêcherait, dans certains cas, le recrutement larvaire. Je poursuis avec les métabolites secondaires. Est-ce que, bon, tu parles de réservoirs aussi de substances d'intérêt, il y a d'autres équipes qui travaillent sur les algues brunes et l'intérêt qu'elles peuvent présenter au regard de certaines substances d'intérêt actif. Est-ce que tu es sur les résultats que tu as obtenus, tu arrives à des réservoirs qui sont similaires, donc des potentialités moléculaires qui sont similaires? Alors ton travail est un peu orienté, j'imagine, par les travaux qui ont déjà été réalisés par ailleurs, ou est-ce qu'il y a dedans déjà des perspectives de nouveauté ou d'innovation? Alors pour l'instant, je poursuis comme l'a dit, ce qui a déjà été fait. Donc ça c'est ma partie un peu, voilà, ma base. Mais ensuite, en faisant les extractions et en regardant vraiment les différentes algues, il y aurait de potentielles pistes pour faire autre chose. Donc, avec des pistes sérieuses déjà ou pas, ou pas vraiment sérieuses jusqu'au début, donc c'est difficile de dire si ce sont des pistes sérieuses ou pas. Donc vu que je suis au début, il y a des potentielles pistes qui pourraient s'ouvrir, mais pour l'instant, je ne peux pas affirmer que je puisse en faire quelque chose d'autre. Oui, bonjour et merci pour ta présentation. Une question par rapport aux études antérieures qui avaient été faites.
en termes de potentiel de la ressource en vue d'une valorisation économique. De mémoire, en 2003, on avait évalué des potentiels de production à 150-200 grammes par mètre carré de biomasse sèche sur les portions de récifs correspondant aux zones que tu étudies. Est-ce que tu as pu voir si ça avait diminué ou est-ce que c'est stable ou est-ce que ça a augmenté? Alors, la première étude, donc l'étude qui avait été faite en 2003, a étudié uniquement les fucales, donc un certain groupe d'algues. Et aujourd'hui, moi, j'étudie les fucales pour voir où ça en est et les dictyotales en plus de celles-ci, et en plus des ectocarpales. Et en fait, on remarque que l'espace est monopolisé donc, par toutes ces algues en même temps. Donc, si on prend les algues brunes au sens large, elles n'ont pas réellement diminué, mais si on prend uniquement les fucales, en fait, elles laissent place aux autres algues. Mais c'est saisonnier. Donc ça dépend, pareil, à quel moment on échantillonne. Je sais qu'en 2003, ils ont échantillonné, à certaines périodes de l'année, alors que moi, j'ai échantillonné vraiment tout au long de l'année, et on voit vraiment que elle s'altère, en fait, plus qu'elle se gèle. Mais on garde un potentiel de ressources exploitables très conséquent. C'est ça. Que, bon, les études qui avaient été menées, on était sur plusieurs centaines de tonnes en équivalent sec potentiel à récolter sur l'année et à renouveler chaque année. Après, tout dépend de l'échelle à laquelle on veut exploiter les algues. Merci. Nous avons le temps pour une question, mesdames et messieurs les membres du jury. Non. Est-ce que dans le public, quelqu'un aurait une question pour Thorey? Oui. Puisqu'il y a le temps et juste par curiosité, à ton avis, quelle est la cause principale de la prolifération de ces algues, justement depuis les années 80? Alors, comme la question qui m'a été posée avant, au tout début, l'herbivorie, c'est un grand facteur qui va influencer donc, la prolifération de ces algues. Donc, moins il y a d'herbivores, moins elles sont grignotées, plus elles vont proliférer. Et c'est une combinaison de facteurs. C'est l'herbivorie, c'est les facteurs environnementaux, c'est les facteurs anthropiques, le lessivage des sols, l'augmentation des nutriments. Et le fait qu'avec les changements globaux, les récifs, les coraux en fait sont fragilisés, affaiblis, et donc ils laissent place aux algues. Donc il n'y a pas une cause majeure, c'est une combinaison. L'herbivorie quand même. Ok, merci. Voilà, bon, le temps est écoulé. Merci encore, Thorey.